Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'au-delà d'une masterclass, c'est presque un petit cours particulier là. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose peut-être aujourd'hui, c'est d'essayer un peu de comprendre où on en est, qu'est-ce qui se passe. Le sujet de l'eau rentre dans nos vies de manière très claire. On en parle de plus en plus. Je ne pensais pas, en démarrant ma carrière de scientifique hydrologue, finir par être maquillée 7 fois par jour sur des plateaux télé, et à quel point ça intéresserait autant finalement le monde. Alors je vais essayer peut-être de vous raconter pourquoi ça intéresse tout le monde et pourquoi ça intéresse peut-être même ceux qui n'ont absolument pas conscience qu'ils sont directement concernés par cet enjeu de l'eau. Alors d'abord, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors nos cerveaux se sont un peu refroidis ces derniers mois avec l'arrivée de l'hiver. Vous avez pu remarquer clairement que, non seulement nous n'avons pas manqué d'eau, mais nous avons même eu trop d'eau dans les Hauts-de-France, 3 fois de manière successive, une potentielle 4e fois ce week-end. Donc on est tout de même dans une situation qui sort complètement des contextes que l'on a pu vivre les années précédentes. Et donc c'est important à un moment donné de peut-être prendre de la hauteur, de prendre du recul pour essayer de comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe sur Terre. Alors d'abord, même si nous, chez nous, il fait plutôt froid et il ne se passe pas grand-chose ici, nous vivons un hiver à peu près normal sur Paris, hier, nous avons atteint la température record de tous les océans mondiaux qui n'avaient jamais été atteints au monde et 2 mois avant le pic normal de cette température. Ça signifie que nous sommes actuellement avec des variables qui sont de l'ordre de l'inconnu. Si nous naviguons dans un système que nous ne connaissons pas, nous n'en connaissons pas finalement les conséquences. Et puis, autre chose, même si chez nous, il a fait plutôt froid, le mois de janvier a été, là encore, le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. C'est le 8e consécutif, puisque depuis le mois de juin dernier, nous sommes sortis du cadre du connu, de tout ce que nous avions pu enregistrer jusque-là. Alors nous avions des cadres, nous avions des métriques, nous imaginions un petit peu pouvoir, quand on parle de la question climatique, aller vers un scénario de 1,5 degré, maintenir les accords de Paris. On entend beaucoup ces sujets-là. Et puis, toutes ces notions sont battues en brèche puisque hier, une nouvelle étude est sortie et elle nous raconte que nous avons largement dépassé les 1,5 degrés. Nous sommes sur 1,7 degrés depuis le mois de février l'année dernière. Là encore, la science avance, elle évolue, elle nous raconte quelque chose de nouveau. Et donc, dans tout ça, face à l'enjeu de température, la première métrique qui va avoir des conséquences, c'est le cycle de l'eau. Si vous réchauffez une température, si vous réchauffez une atmosphère, vous allez vous retrouver avec un cycle de l'eau qui s'accélère et d'ailleurs qui le fait à l'image de nos sociétés, à l'image de nos vies. Avec une atmosphère plus chaude, à chaque fois qu'on gagne 1 degré dans l'atmosphère, on va gagner 7 à 10% de capacité du nuage à précipiter. Alors, en quoi c'est important? On a passé ces 20-30 dernières années à cartographier partout en France et dans le monde où étaient les zones inondables. Ce que l'on découvre ces dernières années, c'est que sur ces 5 dernières années, nous avons plus de 50% des personnes qui ont été sinistrées par des inondations qui l'ont été en dehors de zones inondables. Ça ne signifie pas qu'on s'est trompé dans la modélisation de ce que l'on a évalué, mais ça signifie que cette pluie se transforme, elle change en termes d'intensité. Nous avons beaucoup plus de phénomènes de ruissellement. Et donc cette pluie dans une atmosphère plus chaude qui vient et qui tape plus rapidement sur le sol, non seulement elle va avoir des conséquences dans les villes, on va voir des rues entières se transformer en de véritables cours d'eau, mais elle va avoir aussi des conséquences dans les champs, puisque on va se retrouver avec des sols qui partent, avec beaucoup plus de risques d'érosion, avec notamment des risques de sécheresse derrière, puisque un sol plus érodé va être aussi beaucoup plus fragile. Et donc, en réalité, nous avons actuellement un territoire avec son niveau de vulnérabilité qui est plus ou moins important suivant où on se situe. Cette nouvelle forme du cycle de l'eau va venir exacerber la manière dont le territoire va répondre.
Le fait de le comprendre, c'est déjà peut-être une amorce d'aller chercher les solutions. Parce que, dans une atmosphère plus chaude également, on va avoir beaucoup plus d'évaporation, d'évapotranspiration. Ça signifie que la pluie qui va tomber, étant donné que déjà le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère, à peu près 26% ruissellent sur les sols et 9% pénètrent à l'intérieur et rejoignent une nappe phréatique, à ce moment-là, on change complètement ces critères qui sont plutôt des données presque de laboratoire, un peu dans un monde idéal. Dans une atmosphère plus chaude, on peut avoir jusqu'à 80% de pluie qui remonte, c'est-à-dire elle descend et elle va tout de suite repartir, voire même, peut-être avez-vous vu ça durant les derniers étés, que l'on a pu avoir des précipitations extrêmement intenses durant l'été, et elle n'a même pas le temps de tomber sur le sol que finalement elle repart. Donc, ce cycle de l'eau nous raconte une nouvelle histoire, et lorsque l'on regarde ce mois de janvier qui a été particulièrement frais ici, mais particulièrement chaud ailleurs. On avait 27 degrés dans le sud de la France, on a atteint une température record au niveau de l'Espagne. Eh bien là encore, ça nous amène face à un défi énorme. C'est le fait que l'eau est non seulement essentielle à notre quotidien, à nos vies, mais elle est essentielle au modèle économique. Si aujourd'hui nous avons une croissance, si nous avons un PIB, dans chaque pays, c'est parce qu'il s'écoule de l'eau. Et c'est quelque chose qu'on a sans doute oublié depuis longtemps. Dans cette image, vous pouvez, derrière, si on part directement au Portugal, nous avons actuellement une des plus grandes retenues du Portugal qui est remplie à 6%, alors que dans la même période de l'année, chaque année, elle est remplie à 90%. À quoi sert cette retenue, ce barrage ? C'est un barrage hydroélectrique qui va fournir de l'énergie. Ne pas avoir de l'eau, c'est avoir un manque énergétique, et il y a une relation directe entre la question énergétique et la question de l'eau. On peut parler également du nucléaire. Sous la plupart de ces formes, nous avons besoin d'avoir de l'eau en quantité, et de l'eau assez fraîche de préférence, parce que cette eau, en passant par ces circuits, elle va se réchauffer dans le milieu et elle risque d'atteindre le milieu en restituant cette eau avec quelques degrés de plus. Et donc c'est là où on se rend compte que on se dit, mais quelque part le fossile est très loin. Détrompez-vous, si vous voulez extraire du pétrole, il va vous falloir des quantités d'eau absolument astronomiques, c'est-à-dire il vous faut la même quantité d'eau à injecter, de l'eau pure, pour pouvoir extraire du pétrole. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour le charbon. Si vous voulez réouvrir des mines de charbon, c'est ce qu'a tenté de faire d'ailleurs en 2021 la Chine, qui faisait face à une sécheresse extrême où la plupart de ses réserves d'ouvrages hydrauliques étaient complètement à sec. Ils se sont dit qu'ils voulaient absolument être sur le plan énergétique totalement autonomes. Donc ils ont réactivé leurs mines de charbon et ils se sont confrontés au fait qu'ils n'avaient pas assez d'eau pour pouvoir extraire ce charbon, parce que lorsque vous extrayez du charbon, vous avez besoin de très grands cuvelages d'eau. Donc ça nous montre déjà qu'à part l'éolien et le solaire, quasiment toutes les formes énergétiques ont besoin de quantités d'eau extrêmement importantes. D'autre part, vous et moi, ici dans cette salle, on consomme en moyenne 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour. Alors certes, pas dans nos robinets, pas dans nos douches, mais dans notre assiette déjà, puisqu'il faut compter à peu près 3 000 litres d'eau en moyenne cachée dans notre assiette. Et plus vous allez avoir une alimentation carnée, plus votre assiette va contenir de l'eau cachée. Et donc, parce qu'une kilocalorie, c'est à peu près 1 litre d'eau en général, il en faut 4 fois plus pour pouvoir avoir de la viande. Donc ça nous montre à quel point, en réalité, la question de l'eau se cache non seulement dans nos modes de vie, mais derrière dans notre nourriture, dans la manière dont on va devenir résilient sur le plan alimentaire. Et il faudra que nous sachions regarder, essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Lorsque nous voyons que l'Inde a atteint 52 degrés, et la première décision qu'elle a prise, c'est de ne pas exporter son blé, alors il faut nous poser des questions. Pourquoi ? Parce que l'Inde a une histoire directe avec le lien de décennies de famine, avec le manque d'eau crucial durant des décennies. Et donc elle s'est dit, si là nous risquons de manquer à un moment donné d'eau, nous manquerons de quoi alimenter notre pays, donc nous devons conserver notre blé.
Mais l'année suivante, la rentabilité du blé a été excellente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont malgré tout conservé le blé chez eux, ils ont arrêté d'exporter et ils ont conservé aussi le riz. Et c'est là où ça nous rappelle à quel point ce qui était possible, il fut un temps, par exemple, à la fin des années 80, on a eu une très grosse sécheresse en Chine et la Chine a compensé en allant acheter sur les marchés internationaux des céréales massivement. Et donc, la population ne s'est rendue compte de rien, il n'y a pas eu de famine. Est-ce que c'est possible, cette situation, en 2024 ? C'est une question qu'il faudra qu'on se pose. Surtout qu'il y a un autre paramètre qu'on n'avait absolument pas intégré. Et pourquoi on ne l'avait pas à l'intérieur de nos modèles ? Tout simplement parce qu'on n'avait pas de quoi l'estimer. Ce n'est pas l'eau qui passe en surface, mais c'est l'eau qui passe sous nos pieds. Cette eau-là, quand on ne la voit pas, on a tendance à mettre des forages un peu partout. Et d'ailleurs, vous entendez souvent des bonnes nouvelles en vous disant « mais de toutes les façons, on a encore beaucoup d'eau, donc on va encore pouvoir l'extraire ». En réalité, cette eau, on l'extrait déjà beaucoup, peut-être même beaucoup trop. Et c'est une étude qui a été menée via un nouveau satellite qui a été lancé au début des années 2000 par la NASA, qui nous a permis, avec un double système satellitaire, d'analyser la variabilité de la gravité terrestre. Et à ce moment-là, on a découvert qu'en fin de compte, en 20 ans, nous avions complètement tari des nappes souterraines entières. 17 des 22 plus grands aquifères du monde sont en voie de tarissement. C'est une question qu'il faudra se poser. Pourquoi ? Parce que si on regarde la Chine, typiquement en Chine, vous avez un énorme aquifère qui alimente aujourd'hui 1 milliard de personnes, notamment avec du riz. La riziculture nécessite 18 cm d'eau en continu. Et donc, en fait, pour alimenter cette eau, étant donné qu'on n'en a pas assez par la pluie, on va la chercher dans des forages souterrains, sauf qu'on est en train de vider ces forages. Et c'est là où, en fait, on est en train de découvrir qu'on pensait que le cycle de l'eau qu'on nous avait appris à l'école était un cycle de l'eau renouvelable. Vous vous rappelez de ces images, en fait, qu'on nous montrait, et on ne s'est jamais posé de questions. On est en train de découvrir que cette eau, elle n'est pas si renouvelable que ça, parce que si nous vidons ces aquifères, il faudra un certain temps pour pouvoir les reconstituer. Je vous donne un exemple. Une étude a été menée sur le Middle West américain. Vous savez, ces grandes plaines agricoles au centre des États-Unis. Là-bas, il faudra, en raison de l'extraction massive de l'eau qu'on a faite ces dernières décennies, il faudra 2700 ans de pluie. Donc, ça devient tout de suite un peu plus compliqué à partir du moment où on surpompe au-delà de la capacité de renouvellement de nos aquifères. Alors, ça doit nous interroger parce qu'il y a une étude qui peut paraître complètement loufoque, j'ai presque envie de dire, tellement elle paraît invraisemblable. Et cette étude, elle est sortie il y a plus de 6 mois. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Qu'on a tellement extrait de l'eau dans nos nappes souterraines dans le monde qu'on en a modifié l'axe de la Terre qui penche plus maintenant de 80 cm vers l'est. Donc certes, la Terre ne tourne plus très rond, en tous les cas, plus de la même manière. Alors c'est clair que ça va tout de même être compliqué de remettre la terre droite. Il ne faut pas se leurrer. Donc il y a des choses qu'on n'arrivera pas à remettre en place. Par contre, il y a tout de même beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est absolument assez incroyable. C'est lorsque vous travaillez avec le cycle de l'eau et non pas contre le cycle de l'eau, lorsque vous utilisez massivement la pluie là où elle tombe et que vous l'optimisez pour ses usages, lorsque vous favorisez le temps à cette pluie de ruisseler et donc en fait vous augmentez le tracé de son chemin, vous lui laissez le temps de pouvoir s'infiltrer. Je crois qu'avoir du temps, c'est sans doute ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans nos sociétés. On a parfois un peu l'impression, quand on étudie de très près ce cycle, à quel point il se met à nous ressembler. Ce cycle de l'eau n'a plus de temps. Ce cycle de l'eau est en accélération permanente et il est d'autant plus accéléré que, il faut bien, à un moment donné, réussir à produire. Et pour produire, là encore, il faut de l'eau. Alors, on a parlé de l'alimentation, mais je vais parler des vêtements. Pour produire nos cotons, il a fallu à un moment donné de l'eau. Étant donné qu'on produit aujourd'hui du coton dans des zones qui ne sont pas habituellement suffisantes en termes de pluviométrie, qu'est-ce qui se passe ? On a trouvé une solution miracle. On a creusé des trous, on a fait des forages, et donc on prélève cette eau
sous terre. Alors, ça correspond à peu près à une chute en Inde de 3 à 5 mètres par an. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand vous descendez jusqu'à moins 500 mètres dans certaines régions en Inde, eh bien, il n'y a plus une goutte d'eau. Et d'ailleurs, il y a de nouveaux commerces qui commencent à se développer. Vous avez des petits agriculteurs locaux qui, aujourd'hui, voient passer chez eux 4 à 5 fois par jour des camions-citernes. Ces camions-citernes ne viennent pas directement pour prélever eh bien, en réalité leurs denrées alimentaires agricoles, mais elles viennent pour prélever de l'eau parce que ces petits agriculteurs ont encore sous leurs pieds des aquifères où il reste encore de l'eau. Et ensuite, ces camions-citernes partent directement un peu plus loin dans les usines textiles qui permettront ensuite d'alimenter toute l'Europe et d'achalander finalement tous nos vêtements. Alors, l'idée, c'est peut-être pas c'est déjà peut-être au moins de prendre conscience de ce qui se cache derrière, puisque, eh bien, à un moment donné, quand il n'y aura vraiment plus d'eau dans ces zones-là, alors je ne rentre même pas dans les détails de la qualité de l'eau qui est restituée de ces usines, parce que avec tous les colorants que l'on peut retrouver, on a des populations à l'aval qui n'ont pas le choix que de migrer. Parce que derrière, ils ne peuvent plus vivre de leurs poissons, de leur petite agriculture locale. On est aujourd'hui sur une logique où, en réalité, eh bien souvent, nous n'avons pas regardé ce qui se cachait derrière nos modes de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, on ne va pas avoir le choix parce que cette eau, elle est en train de partir de nos continents. Elle est en train de disparaître. Et vous savez, l'eau a été vue un peu comme un bien anthropomorphique, c'est-à-dire ce bien était simplement destiné à l'homme. Il était destiné à son usage et l'objectif, c'était surtout de le récupérer, de le dominer, de le transformer, mais surtout, toujours pour des usages directs. À l'heure où cette eau commence à se réduire comme une peau de chagrin, et lorsqu'on regarde par exemple les Pyrénées-Orientales, on voit très bien qu'il y a une situation où toute la vallée et jusqu'à tous les contreforts des Pyrénées, eh bien, nous n'avons quasiment plus une goutte d'eau ni dans les nappes, ni quasiment dans les cours d'eau. Eh bien, nous sommes dans une situation où nous allons arriver à l'heure des choix. Il va falloir choisir qui est-ce qu'on privilégie avec l'eau qui nous reste. Est-ce qu'on privilégie l'activité touristique? Est-ce qu'on privilégie l'agriculture? Parce que l'agriculture est très dense sur place. Et donc, eh bien, voilà, je crois qu'on arrive un peu dans cette heure-là où il va falloir qu'on soit très lucide, qu'on soit très courageux, mais je voudrais quand même terminer sur une note positive, c'est que, eh bien, sachez que pour chacun de ces problèmes du cycle de l'eau, nous avons des solutions partout. Alors certes, nous réussirons pas à remettre droit sur terre, c'est sûr. Par contre, nous pouvons réussir à freiner le cycle de l'eau, nous pouvons réussir à lui redonner sa valeur, à arrêter de l'épuiser, à arrêter de la polluer et la magnifier à la hauteur de ce qu'elle nous donne. Parce que si aujourd'hui, on a une terre qui nous permet justement d'avoir tous ces fruits, d'avoir en réalité tout ce qu'elle nous propose, eh bien, c'est justement à cette eau qu'on la doit. Et donc aujourd'hui, on doit lui rendre sa juste place. Je vous remercie.